Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on a eu un été à peu près normal, c'est-à-dire des précipitations normales, des alternances précipitations-soleil à peu près normales. Ce qui arrive en général au Québec, c'est pas juste au Québec, c'est dans toutes les places qu'il y a eu l'agriculture conventionnelle, industrielle, c'est qu'à force de labourer, ce qui se passe, c'est qu'il y a une semelle de labour qui se fait, puis ça devient, où je cultive présentement, c'est pas la même chose parce que je suis plus dans le milieu forestier. Mais en général, dans les champs au Québec, c'est un champ qui a été cultivé depuis les années 60. Il a tellement été labouré souvent, à peu près aux mêmes hauteurs, que à 9 pouces, 10 pouces, on a une semelle de labour qui peut mesurer de 2 à 3 pouces de compaction. Une couche de 2 à 3 pouces très 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 compactée. Puis quand on prend le pénétromètre pour mesurer la compaction, on monte à 300 PSI. 300 PSI, il n'y a pas de racine qui passe à travers de ça. Mais il n'y a pas juste ça. C'est que le sol au-dessus est meuble, puis 9-10 pouces plus bas, tu arrives à une couche de 300 PSI. Il y a 300 PSI, l'eau, elle ne passe pas à travers ça non plus. Fait qu'aussitôt qu'il y a une précipitation, l'eau, il appelle ça une nappe perchée. Au lieu de percoler jusque dans la nappe phréatique, elle est bloquée là. Ça, c'est quand il y en a juste une. Tu peux avoir plusieurs couches. J'ai vu des couches à 9 pouces, 12 et 18. Il y a des places, c'est juste 9 pouces. Ça dépend du matériel qui a été utilisé et du nombre d'années qu'il y a eu du labourage dans ces endroits-là. Puis ce qui arrive souvent au Québec, c'est quand on a une saison normale avec des pluies normales, tout le monde a des problèmes de botrytis à cause qu'ils ont toute une nappe perchée. Puis aussitôt que l'eau monte 2 ou 3 fois, une nappe perchée, ça fait en sorte que ça monte, ça prend du temps à se drainer. Puis pendant ce temps-là, l'eau ne bouge pas. Puis la concentration d'oxygène, elle descend. Puis c'est des conditions numéro 1 pour le développement, puis le développement, puis la contamination botrytis. Le botrytis, il peut couvrir beaucoup de surface dans ce temps-là. Puis là, on se retrouve avec des champs où, on fait sécher notre ail, puis quand on commence à travailler, on se rend compte, là, il y a 2-3 cailloux par bulle. Fait que là, tu es obligé, tu as des pertes, puis tu as des pertes. Mais si vous avez remarqué, si vous avez cultivé l'ail avant, genre en 2017, 2018, qui ont été dans la région, en tout cas ici, je pense en général à la grandeur du Québec, ça a été des sécheresses. Il n'y en a pas, à peu près pas eu de pertes liées à ça. Fait que c'est à faire attention quand on prépare notre terrain. Des fois, il y a des méthodes qui permettent de défoncer puis de labourer plus profond, puis de mettre du compost ou un mélange de sable-compost pour empêcher le sol de se refermer, puis de permettre à cette eau-là de descendre, puis de descendre jusque dans la nappe phréatique, puis de ne pas rester là en nappe perchée à contaminer nos plants. À part ça, bon, j'ai parlé de la semence, j'ai parlé de ça, Ça, des piles de 7, puis c'est ça, pas commencer à sécher votre ail trop rapidement. Commencez avec les fans qui roulent à petit régime pendant 2-3 jours, puis vérifier l'humidité. C'est sûr que l'humidité elle va être haute au début, mais pas viser de descendre en bas de 50% parce que ça va faire que l'ail elle va sécher en surface, puis elle ne pourra pas continuer à sécher. Puis elle va avoir l'air sèche, puis quand vous allez l'entreposer, elle va transpirer tranquillement, puis la pellicule extérieure elle va venir comme un petit peu flétrie. Puis ça ne regarde pas bien, ça n'a pas un beau look, puis les couches de l'ail deviennent molles. Puis ça, dans ce temps-là, c'est plus dur à vendre parce que ça a l'air de l'ail qui a mal séché. Fait que commencez tranquillement, essayez jamais de descendre en bas de 50-55% d'humidité relative. Puis gardez ça comme ça. Commencez à rouler les fans à 2 à peu près. Si vous avez un fan qui va jusqu'à 5 ou à 4, s'il va jusqu'à 10, allez-y au tiers de sa puissance. Puis comme je dis, vous êtes rarement obligé de dire, bon, là, je vais prendre mon rack d'en bas, puis autrement dit, quand vous finissez de faire votre pile, le rack d'en haut sèche tout le temps plus vite. Vous n'êtes pas obligé de dire, bon, là, je mets ce rack-là en bas, puis je refais ma pile au complet en ordre inverse. D'habitude, ça va bien. Vous montez votre pile, puis vous la gardez là tout le temps du séchage, puis il n'y a pas de problème.
vous avez rien qu'à faire passer un peu plus d'air. Mais checkez tout le temps votre taille pendant qu'elle sèche. Faites des checks quotidiens pour voir comment ça se passe en bas. Gardez-vous une place que vous pouvez là, avoir accès à de l'ail proche. Puis ça devrait vraiment bien aller. À part ça, c'est pas mal tout ce que je voulais parler. Les sacs que vous prenez après pour garder votre ail, ça c'est les meilleurs sacs que j'ai trouvés. OK? C'est des sacs résistants, c'est des sacs qui respirent. Mais juste cette petite bande-là qui ne respire pas, si vous pouvez ne pas l'avoir, c'est encore mieux parce que souvent, peu importe, l'air elle continue tout le temps de transpirer et à s'équilibrer avec l'air ambiant. Des fois, quand l'air est un petit peu plus humide, ça cherche à faire de la moisissure un peu en dedans, le long de cette bande-là. Si vous pouvez avoir des sacs à peu près comme ça, qui sont en traite de nylon comme ça, puis qui n'ont pas d'étiquette comme ça, c'est encore meilleur. Ensuite de ça, si vous pouvez ne pas trop les remplir et les mettre de côté pour qu'il y ait une plus grande surface d'aération au lieu de les mettre debout puis complètement plein, l'ail qui est en bas, là, elle va être exposée à beaucoup plus d'humidité à ce moment-là. Ça fait qu'essayer de les mettre de côté et de ne pas les remplir à 100%. Fait que c'est la meilleure façon de garder l'ail. Ensuite de ça, si vous pouvez la garder sur un grillage, pas la côté direct à terre, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux comme ça. Puis de ne pas empiler trop les sacs. Vous pouvez même vous garder une coupe de rack. Puis vous pouvez peut-être faire des piles de 2 sacs, mais toujours checker pendant que le temps que vous la gardez. Si vous la sortez toute à l'automne, comme il y a beaucoup de monde qui font, elle ne restera pas longtemps comme ça. Ça va être correct, ça va assez bien se passer. Fait que là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Les blocs, c'est ça, vous pouvez faire des blocs custom. À part de ça, bon, on va virer ça. Fait que c'est ça, je pense que ça clôt le sujet. Il y a beaucoup d'affaires à dire là-dessus, mais c'est ça, j'y reviendrai. Puis j'étais un peu comme à l'avance, là, mais ça va vous permettre, si vous voulez essayer ça, vous allez avoir tout le temps du monde d'ici au mois de septembre, dépendant de la région où vous êtes, d'ici au mois de fin août, début septembre ou fin septembre, pour faire vos racks. C'est la façon la plus économique et la plus efficace de faire sécher de l'ail que j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres qui ont des meilleures façons que ça, mais à cette échelle-là, 6-7 000 bulbes, là, tu ne fais pas ça pour le fun, tu fais ça pour vendre, mais en même temps, tu n'es pas commercial. Je trouve que c'est un beau setup pour commencer puis faire de quoi qui a de l'allure. Fait que j'ai comme une vague impression là, que j'avais une dernière chose à dire, mais ça ne me revient pas. Fait que c'est comme ça. On va laisser ça de même. Puis on va se reparler prochainement, j'espère. OK? Salut tout le monde.